Aujourd'hui, comment tu fais pour rentrer à coup sûr sur le catalogue, on va dire, de clients pour l'agent IMO au côté off? Est-ce que juste tu dis, voilà, si vous avez un truc en off, vous me le proposez, il va te mettre automatiquement? Comment vous pensez qu'il résonne, justement? Je trouve que c'est pas un truc qui se demande, tu vois. En fait, il n'y a pas besoin d'être un génie, à partir du moment où on fait ce que t'as dit, quoi. Tu lâches deux mots techniques, tu dis j'ai l'immeuble d'en face et puis c'est bon. Non mais c'est ça, mais complètement, ça suffit. Et d'ailleurs, si vous avez des choses à nous envoyer, l'adresse mail contact@foncière-orion.com-du6. Ah, il fait sa pub. Vous pouvez nous envoyer vos propositions et on dira non 99% du temps malheureusement, mais le pourcent du temps où on y va, c'est sans condition de financement. Et ça se passera très bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a cofondée avec Antoine et d'autres associés qui a pour but de vous permettre d'investir dans l'immobilier locatif à nos côtés. Si c'est quelque chose qui est susceptible de vous intéresser, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche autour de cette vidéo, ça vous redirigera vers une autre vidéo où on vous explique en détail notre proposition de valeur. Le but de cette chaîne, c'est de vous partager notre quotidien d'entrepreneurs, d'investisseurs immobiliers, et tout ça sans filtre et en regroupant autour de nous des invités inspirants dont fait partie l'invité d'aujourd'hui. Je te laisse te présenter, Antoine. Alors bonjour, je m'appelle Antoine, donc je suis associé collaborateur pour la Foncière Orion. Je suis représentant de la partie Orion Consulting qui s'occupe de faire de l'accompagnement clé en main à nos clients qui recherchent des biens type immeuble de rapport ou appartement. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire la chasse du bien, le suivi sur toute la partie notaire, la rénovation et son suivi s'il y en a besoin et la mise en place des locataires. Une fois que c'est fait, normalement le client il récupère les clés uniquement sans les problèmes. Et les loyers. Et les loyers, exactement. Aujourd'hui, moi, je veux qu'on parle d'un sujet qui est quand même intéressant, c'est surtout la phase de prospection. Beaucoup pensent qu'il suffit juste de se connecter à Internet, d'ouvrir un site comme Le Bon Coin, d'appeler l'agent qui est derrière l'annonce et de tomber sur la pépite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est vraiment possible de trouver des très très bonnes affaires? Déjà, peut-être qu'on peut les définir, ces très bonnes affaires, mais est-ce que vous pensez que c'est très facile d'en trouver juste en vous connectant sur les sites de recherche IMO? T'as raison, ouais, de définir une bonne affaire. Finalement, ça serait quoi une bonne affaire si on le met en écart par rapport à la valeur du marché? Parce qu'en gros, une bonne affaire, généralement, ça se résume à acheter pas cher, de manière décorrélée par rapport au marché et par rapport à la qualité du bien et ainsi de suite. Donc ça serait quoi? Peut-être le 1% des meilleures affaires? Ou le 0,1%? Ouais, moi je dirais le 1%. Le et après, 1%, voire pas 0,1%, parce que finalement, en fait, quand tu scrolles sans annonce, t'as pas trouvé forcément une affaire excellente, tu vois. Au nombre de propositions qui existent sur le marché, c'est quoi une bonne affaire? Moi, en fait, je raisonnerais plus en mode le bien, je connais mon marché, ça vaut tel prix, et je dirais que quand tu achètes à une décote de 30-40% par rapport à ce que ça vaut, je considère ça comme une très bonne affaire. Ouais. Mais de propositions de valeur globale, que ce soit du off-market, on-market, Le Bon Coin, Se Loger, bien ici, ce que tu veux, tout ça mis ensemble, tous les gens qui ont l'intention de vendre et qui le communiquent, c'est peut-être une sur 1000. Tu vois, quand tu regardes, si tu te réfères un peu à notre vidéo d'ailleurs qui s'affiche ici autour de l'épisode sur nos meilleures affaires, je dirais que c'est une sur 1000. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, je rebondis et dans cette vidéo-là des top 4 meilleures affaires, la meilleure affaire, c'est une affaire qui était sur Se Loger, tu vois. Et j'ai juste appelé. Donc ça peut arriver. Donc ça peut arriver. Mais je pense que c'est pas la majorité des cas. C'est ça, sur combien d'annonces prospectées tu tombes sur justement... moi, je sachant qu'Antoine ponce Le Bon Coin à 100% depuis 4 ans, t'as fini Le Bon Coin, il n'y a plus de scroll. Non, mais je dirais que déjà, ça dépend aussi, parce que tu vois, Le Bon Coin, tu peux aussi avoir affaire à un particulier en direct, tu vois. Bien sûr. Et le particulier en direct, tu vois, ça peut être Mamie Thérèse qui se trompe d'un chiffre, entre guillemets, et qui fait une mauvaise valo de son bien, et du coup, tu peux faire une très bonne affaire. Ça peut être, pour moi, un des premiers scénarios, tu vois, de bonnes affaires à faire sur les annonces. Et après, l'autre, je dirais que c'est des biens qui sont là depuis très longtemps sur le marché, où du coup, en fait, les investisseurs, ils ont pu regarder déjà les biens maintes et maintes fois, ils l'ont vu plein de fois, et du coup, plus personne n'appelle. Et toi, t'appelles, et en fait, du coup, t'arrives à avoir un prix peut-être divisé par 2. Tu vas revenir dessus, en fait, parce que le vendeur finit par lâcher. En tout cas, la meilleure affaire que j'ai fait de ma vie, c'était ça. C'était un bien qui était là depuis un an sur Se Loger, qui attendait une négo, en fait. C'est juste qu'il fallait que quelqu'un vienne le visiter. Parce qu'il faut le préciser, le prix a quasiment été divisé par 2. Ouais, c'est ça. Du coup, parce que facialement, c'était absolument pas une bonne affaire en fait. C'était du coup, il y a 150 personnes qui ont dû se dire c'est de la merde, j'appelle pas. Ouais. Puis toi, t'as appelé, t'as dit du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait un an que vous essayez de le vendre à ce prix-là. Puis en plus, en 2 questions, l'agent IMO, je lui dis est-ce que c'est négociable? Oui. Et elle me dit je pense qu'on peut faire une grosse négo. Mais là, du coup, c'est l'exception en fait, c'est juste que t'es arrivé au bon endroit au bon moment. Ouais, faut un peu de chance aussi. Ouais. Mais en vrai, ça reste possible de faire des bonnes affaires. C'était une annonce que t'avais déjà vue depuis des mois ou t'es tombé dessus comme ça, tu l'avais jamais vue et tiens, je vais appeler? Non, je l'avais déjà vu. En fait, moi, je regarde pas mal les annonces au quotidien et du coup, je voyais que celle-là, elle était là depuis 6 mois et je me dis au bout de 6 mois ça vaut peut-être le coup d'appeler quoi. Bon, le but principal de la vidéo c'est quand même d'expliquer que c'est très compliqué à faire. Mais ça l'est. Oui, c'est compliqué, c'est possible. Mais voilà, aujourd'hui, moi personnellement, je pense pas que juste en te connectant sur Le Bon Coin, tu vas tomber sur une annonce
qui va te permettre, on va dire, entre guillemets, de changer ta vie ou de revaloriser ton patrimoine de façon très conséquente. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la majorité des offres, de toute façon, quand elles sont posées, en tout cas c'est mon impression, c'est que c'est déjà trop tard. Dans le sens où, si elle est là, en plus je ne sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle mise à jour par exemple sur Le Bon Coin, si vous la mettez en favori, vous voyez le nombre de personnes aussi qui l'ont mise en favori. Donc quand tu arrives sur une annonce mise en ligne depuis hier 17h30 et tu vois qu'il y a 108 mises en favori, tu dis bon, à mon avis, juste je vais appeler, le mec va soit pas répondre, soit me dire bah, vous êtes le 109e à m'appeler, il y a déjà une offre ou voilà, c'est plus la peine. Donc l'idée c'est quand même de se dire qu'aujourd'hui les annonces, si elles sont en ligne, c'est qu'à mon avis, soit c'est pas du tout intéressant et parce que c'est pas pricé correctement, parce qu'il y a trop de réno ou parce qu'il y a un loup. Ça arrive très souvent et je fais beaucoup de visites aujourd'hui, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que sur le papier, c'est hyper intéressant. Les chiffres, tu as fait ta prospection, tes calculs, ils sont bons et tu arrives sur place. Et comme il n'y a pas longtemps, je t'en parlais il n'y a pas longtemps, j'arrive dans un appartement où en fait, le plafond, c'est 1,80 m de hauteur. Donc c'est pas réglementaire, on est sur une question de décence de logement et là, c'est très compliqué. Donc, parce que du coup, il fallait 2,20 m minimum de hauteur sous plafond, selon le règlement sanitaire départemental que personne ne regarde. Exactement. Qui est différent entre les départements d'ailleurs. À consulter sur le site de l'ARS. Voilà. Mais oui, c'est Agence différent. régionale de la santé. Ouais. Parce que c'est intéressant d'ailleurs peut-être que tu expliques justement à quoi sert cette charte. Que tout le monde devrait lire en fait. Et en gros, c'est un règlement qui vient potentiellement durcir les règles nationales, on va dire. Donc la règle nationale, c'est au moins 9 m² avec 1,80 m de hauteur sous plafond. Donc ça, c'est la surface carrée ou boutin quand c'est du locatif, mais en gros, c'est la même chose. Ou 7 ou 8 m² et plus de 20 m3. Je crois qu'il y a quand même une limite basse en mètres carrés. C'est genre, tu peux pas avoir 1 m² et 20 m de hauteur sous plafond, tu vois, ça marche pas. Je sais plus si c'est 7 ou 8, mais en gros, voilà, tu peux y déroger avec ça. Quand tu regardes les règlements sanitaires départementaux, on a vu des cas dans le Rhône, ça c'est un cas dans l'Ain. On a regardé dans le 71, et en fait, alors on n'a pas fait toute la France, mais j'ai l'impression que la plupart des départements, ils indiquent une hauteur sous plafond minimale à 2,20 m, 2,30 m dans le Rhône en l'occurrence. Ouais, mais je crois qu'il n'y a que le Rhône, parce que j'en avais discuté moi du coup avec une notaire qui est basée à Lyon, et elle disait qu'il n'y avait que le Rhône qui avait cette particularité. Donc après, il faudrait vérifier, mais... Et en l'occurrence, donc l'appartement qu'on a visité, c'est pas un appartement en fait. C'est genre, c'est pas un appartement, il n'y a pas assez de hauteur sous plafond et de surface. Qu'est-ce qui se passe quand le plafond est trop bas ? Soit tu as une solution technique pour le rehausser. Alors dans ton cas, c'était du plafond horizontal, il y a des combles au-dessus, donc tu peux toujours arriver à le rehausser, il faut voir où passe la charpente. Avec un coût en travaux qui est quand même... à voir comment est la charpente. Il faut l'intégrer dans ton budget de travaux. C'est ça. Mais là, l'autre dont on parle, c'était Place Bellecour à Lyon, donc tu vois, c'est un super emplacement. Et en fait, tu étais sous-rampant, tu avais un seul pan, en fait, tout le toit est en pente, au niveau du logement. Et du coup, donc tu as une partie qui est non carresse, donc celle-ci, on n'en parle pas. Et dans la partie qui est carresse, tu as une partie qui vient dépasser les 2,30 m, d'accord ? Mais en fait, il faut 9 m² minimum avec 2,30 m de hauteur sous plafond, mais il faut que ces 9 m² soient contigus. C'est pas genre j'en ai un bout là, j'en ai un autre bout à l'autre bout de l'appartement. Et il y avait une poutre qui passait entre les deux, mais ça s'est joué à rien du tout. Et du coup, cet appartement, c'est un marchand qui avait dû l'acheter, le rénover. Puis en fait, il a un truc qui n'est pas un appartement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le subissent, qui se disent c'est bon, 1,80 m largement, tu vois, tu lèves les bras, tu touches même pas. Oui, mais en fait, si t'as pas 2,30 m sur 9 m² contigus, c'est pas un logement. Tu vois, ce que tu dis là sur le fait que en fait, quand c'est sur Le Bon Coin, c'est que ça a déjà été proposé à certaines personnes. Je pensais comme toi, et en vrai, on a eu le cas il n'y a pas longtemps sur un immeuble à Saint-Didier-Mont-d'Or. En fait, c'était l'agent IMO, pour le coup, il avait vraiment pas de réseau. Tu vois, genre, il s'est dit, j'ai personne à qui le proposer. C'était un mandataire ou une agence ? Je sais pas, c'est Charles qui a géré, je pense que c'était un agent IMO, c'était pas mandataire, je pense pas. Question. Parce que les mandataires, c'est souvent le cas. Ouais, mais c'est pas un gros réseau, genre il y a des safety en tout cas, si jamais c'en est un. Et effectivement, c'est ça, la personne, je l'appelle et tu vois, c'est le genre de bien assez élevé en termes de prix, donc déjà le gars il te demande un peu de te présenter, tu vois, c'est pas tout de suite on part visiter, donc je lui explique ce qu'on fait, donc il me dit ok, alors on va visiter. Et effectivement, après il était plutôt content de nous avoir en contact et de pouvoir proposer, on allait visiter d'autres choses après. Et c'est vrai que t'as des gens qui des fois, tu sais, ils vendent toute l'année des appartements, et puis là il y a un immeuble qui tombe. Quand tu vends des appartements à monsieur, madame, il n'y a pas trop de notion de retour à l'achat récurrent, donc c'est pas comme quand tu as des marchands ou des investisseurs locatifs dans ton carnet de contact que tu peux solliciter régulièrement. Donc il peut y avoir ça, parce qu'il faut bien commencer par et tu as plein de gens qui commencent dans le métier de la transaction, qui vont pas forcément bosser dans une agence avec un patron d'agence qui a déjà son réseau, qui vont être tout seuls, comme on disait un mandataire par exemple. Et il y a aussi que, pour moi, s'il y a un bien qui est sur les réseaux, soit il est trop tard, soit il est pas assez tard. C'est-à-dire que il est trop tard pour que ça ait été une excellente affaire au prix affiché, mais il est pas assez tard pour pouvoir suffisamment le négocier pour que ça redevienne
une bonne affaire. Il y a plein de raisons de vendre, et des fois pour des raisons fiscales, pour des raisons successorales, souvent, où les gens n'ont pas anticipé leur transmission. On fera une vidéo là-dessus sur les frais de succession et comment on fait pour les couvrir. Intéressant. Et du coup, en fait, ils sont en mode je suis en position de force et je baisserai pas mon prix, j'en veux tant. Et des fois, j'en veux tant parce que c'est sur cette base que on a calculé mes droits de succession. Sauf que il y a un moment, ils se mettent hors délai et puis ils commencent à payer des pénalités. Et puis là, ils abdiquent et c'est à ce moment-là que potentiellement le bien va se vendre au prix du marché, voire en dessous, parce que du coup, ils seront pressés. Du coup, ils iront forcément à quelqu'un qui n'a pas de conditions de financement, qui est donc la plupart du temps un professionnel qui lui va chercher à acheter bien mieux que la moyenne du marché. Donc des fois, les gens qui veulent être trop gourmands trop longtemps, ils le payent très cher. Ouais, et puis je te rejoins sur le fait que il y a beaucoup d'agents immobiliers qui mettent leurs biens sur les réseaux pour que la vente se fasse, parce qu'aussi ils n'ont pas les premiers contacts, c'est-à-dire que tous les agents doivent avoir un portefeuille de clients investisseurs chevronnés, où avant de s'embêter à publier en annonce et faire 50 visites, ils vont leur proposer et ça va partir avec eux. Donc je pense que tous les agents immobiliers non plus n'ont pas, je vais le dire comme ça, mais le bon carnet de contact pour que ça se fasse rapidement, donc ça finit sur Internet. Après... puis ça te permet de générer un vivier aussi. Souvent, des fois, tu as des biens... pourquoi, du coup, des fois, tu as marqué déjà sous compromis. Et tu sais, ils republient l'annonce. C'est pour que les gens se disent, ah purée, eux, ils ont vendu, donc ça, le prochain, je sais pas, t'as envie de vendre ton bien, tu dis, cette agence, ils ont été efficaces, avec le bien est déjà sous compromis. Et parfois, ils font exprès aussi, je pense, de laisser des biens très intéressant pour prendre des contacts et se dire bon voilà, on a des fichiers, on a des investisseurs qui peuvent venir dedans, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi que nous, en tout cas, quand on fait de l'IMO, 80% maintenant c'est du off-market et c'est parce que tu as le réseau aujourd'hui, en fait. Et ces gens-là, en effet, ils le mettent pas sur le bon coin, ils nous appellent, ils disent est-ce que ça vous intéresse, et s'ils ont dit non, ils le mettent sur le bon coin. Donc t'as un peu raison, mais je pense quand même que t'as une partie d'agents IMO qui met quand même sur le bon coin parce que du coup ils ont pas forcément le réseau pour écouler ce qu'ils ont en stock, quoi. Ouais, ça reste possible. Et après, pour parler du off-market, du coup, le off-market, à l'inverse, exactement ce que tu vas dire. C'est pas l'Eldorado, c'est pas genre un monde parallèle, tu as une matrice où il y a que des immeubles qui pleuvent à 20% de renta et on t'appelle et ça y est, tout va bien. En fait, c'est juste que c'est une sorte d'ordre de priorité où ça se comprend, des professionnels de la transaction, ils ont envie de parler à des clients sérieux, qui sont réactifs, qui vont pas faire défaut sur le financement ou qui n'auront pas de conditions de financement. Et du coup, ils gagnent du temps, ils gagnent aussi des frais de publication, c'est devenu cher et même le bon coin est très cher pour les professionnels. Ça a fortement augmenté. Beaucoup d'agents IMO qui disent que ça a fortement augmenté, donc ça c'est plutôt en faveur du off-market pour le coup. Mais du coup, effectivement, les choses qu'on achète sont 80% de off-market, mais 99% du temps, c'est juste allez-y, mettez-le en ligne, en fait, c'est trop cher. Le petit off-market avec le PDF, il est tout beau, tout de 28 pages. Il y a déjà tout le tableau de calcul. En fait, t'as juste à lire, en fait, il y a déjà tout calculé et tout. C'est pas du off-market, en fait. Ça, c'est pas bon t'as pris ça, tu vas envoyer à 300 coups contact mail et puis. C'est du off-market par définition, parce que c'est pas sur les réseaux, mais c'est pas le off-market tel qu'on l'entend, où c'est ça, mais si la plaquette elle est trop belle et qu'elle fait 25 pages, je lis par politesse et je vais faire mon retour pour donner nos critères, mais par contre tu sais déjà que c'est trop tard et les meilleures affaires qu'on ait fait, les off-market, c'est plutôt un texto de tiens, appelle machin, il veut un immeuble. T'as zéro info, c'est là-bas, t'es jamais dans cette ville. C'est la crème de la crème du off. Mais sauf que tu le sais pas, au stade du texto pourri, en fait t'en sais rien, ça se trouve c'est juste un immeuble trop cher comme toujours, mais sauf que une fois sur 100, sur 200, sur 1000, en fait là c'est une très bonne affaire. Mais justement on va poursuivre dans la discussion de est-ce que c'est une bonne idée de ne chercher que ça, parce que c'est aussi s'épuiser de chercher l'exception parmi les exceptions. Après je pense qu'il faut bien commencer quelque part et on commence pas tous avec un réseau hyper fourni, donc tu commences par prospecter sur le Bon Coin, etc. Après tu fais des visites, ça passe très bien, ça passe pas, au moins tu as la primeur de rencontrer l'agent IMO, de lui exposer un peu ton projet, qu'il puisse te rentrer dans l'œuf. Et d'ailleurs c'est intéressant qu'on en parle. Aujourd'hui, comment tu fais pour rentrer à coup sûr sur le catalogue, on va dire, de clients pour l'agent IMO au côté off? Est-ce que juste tu dis, voilà, si vous avez un truc en off, vous me le proposez, il va te mettre automatiquement? Comment vous pensez qu'il résonne justement? Moi, c'est plutôt, en fait, c'est des petits signaux, en fait, plutôt informels qui font qu'il va te prendre au sérieux et qui va se dire, ok, ce gars-là, la prochaine fois, je vais l'appeler parce que c'est vraiment pas... Je voudrais pas dire un truc trop vexant. T'as commencé par F. Je sais, moi, j'aime. C'est vraiment pas un petit rigolo, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qu'on peut prendre au sérieux et c'est vrai que en fait ça va passer par t'apprends un petit peu le vocabulaire technique, tu vas expliquer ok, cette rue là j'ai acheté un immeuble à côté, j'ai acheté un bien à côté, et du coup le mec il dit ok, il a déjà acheté, tu sais, il va te tester un peu en me disant mais votre immeuble à côté il y a combien de lots, tu lui expliques un peu, il va dire ok, et au final dans les villes où on travaille généralement et dans les villes où les investisseurs immobiliers travaillent, ceux qui cherchent de la rentabilité, c'est quand même des villes plutôt petites, on travaille pas à Paris, à Lyon, et du coup en fait tu connais vite quelqu'un qui connaît quelqu'un, et en fait je trouve que c'est comme ça que tu te construis ta légitimité
limité. Enfin, je sais bien pas ce que sûr. t'en penses toi, mais moi c'est comme ça que je le vois. Mais je suis d'accord, c'est pas quelque chose qui se demande. Non. Et parce qu'en fait, si tu le demandes, c'est un peu que pour toi, c'est le Graal, quoi. Alors qu'en fait, c'est notre quotidien. Et c'est normal, c'est juste une manière de travailler, en fait. Et du coup, c'est par des signaux informels et par voilà, du professionnalisme pendant la visite. Par le fait de toujours faire des retours. Je le disais tout à l'heure, tu as le PDF de 25 pages, tu sais que tu vas pas acheter. Mais moi, je le lis pour voir aussi comment les autres y bossent, mais surtout pour faire un retour et dire voilà, selon tel et tel critère, on n'ira pas. Par contre, on cherche ça, ça, ça. Tu reclarifies ton cahier des Ouais, charges. tu repositionnes ton Voilà. projet. Mais par contre, je dis pas non, si vous avez du off, envoyez-le moi. Et ça, je l'ai déjà eu en accompagnement, des gens qui disent je veux que du off. Ouais. Et en fait, je sais pas, je trouve que c'est pas un truc qui se demande, tu vois. Mm. Mais par contre, ça vient en fait à coup sûr à partir du moment où en fait il y a pas besoin d'être un génie, hein, à partir du moment où on fait ce que t'as dit, quoi, de se comporter. Tu lâches 2 mots techniques, tu dis j'ai l'immeuble d'en face et puis c'est bon. Non mais c'est ça, mais complètement, ça suffit. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des choses à nous envoyer, l'adresse mail contact@foncière-orion.com -du 6. Ah, il fait sa pub. Vous pouvez nous envoyer vos propositions et on dira non 99% du temps malheureusement, mais le % du temps où on y va, c'est sans condition de financement. Et ça se passera très bien et très vite. Non, par contre, je rebondis sur un point. C'est vrai que vous avez raison. Quand tu vas faire une visite, tu es là pour acheter, mais tu es aussi là un peu pour te vendre. Dans le sens Exactement, où... ouais. Mais en gros, c'est vrai que tu vas faire une visite, la plupart du temps, ça passe pas, mais c'est comme ça. Sinon, voilà, on serait tous en vacances. C'est normal que le taux de conversion soit très faible en fait. Oui. C'est normal en fait. C'est dans la définition Oui, du truc. bien sûr. Parce que si à chaque fois que tu visites, tu achètes quelque chose, en fait, même imaginons que tu évolues sur un marché où tout est rentable, tout est qualitatif, tout est bien placé, tout est tout ce que tu veux, tu vois. Mais en fait, là-dedans, c'est pas genre tout le monde est au même niveau. Tu as forcément des trucs un peu mieux que les autres. Et en fait, bah, si tu es un petit peu exigeant vis-à-vis de toi-même, tu vas chercher à faire mieux que la moyenne. Désolé, je t'ai coupé, hein, je fais une parenthèse. C'est hyper... On fait souvent l'exemple de dire, en fait, à l'époque où les taux ils étaient à 1%, mais franchement, tu prends n'importe quel bien sur le bon coin, allez, tu le négocies de 5%, et en fait, tu avais un meilleur résultat qu'aujourd'hui en se prenant la tête, en décortiquant le DPE, le truc, le taux d'intérêt, le machin, parce que juste le contexte des taux était plus favorable. Mais à l'époque, si tu étais exigeant, tu cherchais quand même à faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus trop de cash flow, on cherche plutôt à être à l'autofinancement, en mettant 10% d'apport, en finançant sur 20 ans. Si tu veux devenir rentier à court terme, c'est du marchand de biens qu'il faut faire. C'est fini malheureusement. Mais c'est pas rentier. Rentier, c'est une rente. Tu travailles pas, quoi. Regardez notre vidéo sur le marchand. Comment passer de 1 million d'euros à SMICAR en marchand de biens. C'est vraiment le titre de la vidéo. Heureusement que t'as pas fait de formation parce que c'est pas méga vendeur. Incroyable. À l'époque, en fait, c'était presque plus intéressant de pas être exigeant sur la renta, en fait. C'était. Tu faisais plus de performance. Ouais, en gros, ça dépend. Si le fait d'être exigeant te faisait moins acheter en volume. Oui, mais ce qui est le cas. Enfin, mécaniquement, généralement, quand t'es exigeant, t'achètes moins en volume. Ouais, voilà. Bah, du coup, il valait mieux acheter 10 appartements avec. Parce qu'à l'époque, on raisonnait alors, désolé pour tous ceux qui n'ont pas connu cette époque, on raisonnait en cash flow par tranche de 100 000 euros investis. C'est vrai. Et en gros, allez, on va dire 300 euros par 100 000 euros investis, c'était très bien. 200 euros, c'est bien. Et 100 euros, ça va, tu vois. Et l'autofinancement, c'était nul. Aujourd'hui, c'est notre époque. Cette époque a évolué. On est en quoi ? On est en septembre 2025, hein, pour vous contextualiser. J'espère qu'on regardera cette vidéo un jour en 2030 et qu'on se dira putain, les losers, ils ont emprunté à 4%, c'est revenu à 1%. Mais bref, non, mais il faut pas s'arrêter pour autant. Et on continue, on n'a jamais autant emprunté que maintenant. Mais en tout cas, voilà, à l'époque où tu avais en gros 300 euros, c'était une très belle perf. Bah oui, si tu t'entêtais à faire un seul bien à 100 000 euros qui te fait 300 euros de cash flow, plutôt que d'aller faire plusieurs immeubles qui te font 200 euros de cash flow par tranche de 100 000 euros investis et tu finis avec 4 000 euros de cash flow, bah forcément, ça fait plus. Et aussi plus de capital amorti, aussi plus de plus-value latente si tu as bien acheté. Voilà. Écoute, on a déjà bien dégrossi le sujet. Je finirai juste par ça. Donc, je vous expliquais que quand tu vas pour acheter un bien, donc tu vas faire la visite, il faut te vendre aussi. Il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que, et j'en connais des personnes qui sont comme ça, elles contactent l'agent, elles vont faire la visite, elles s'aperçoivent que c'est pas fou, que ça marchera pas. Et elles donnent pas suite, mais c'est-à-dire pas suite du tout. Ces personnes-là prennent même pas le temps de rappeler l'agent immobilier pour lui exposer les raisons qui font que ça passe pas. Tu te fermes des portes. Parce que si tu bosses sur un seul secteur d'une seule ville, les agents IMO, t'en as pas 100 000 non plus. Donc, d'autant plus si c'est des gros groupes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper important de travailler ta relation pendant la visite et après, même en cas de refus. Parce que le simple fait de dire, voilà, ce bien-là, ça passera pas parce que l'enveloppe travaux, elle est de temps. Le coût de portage global du projet, il est faramineux. Ça sort de nos stratégies. Par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, voici nos recherches. Si vous avez ça, prévenez-moi. Tu te laisses une porte ouverte avec cette personne qui fera probablement que la semaine prochaine, elle t'appellera pour un bien intéressant. Et je vois beaucoup de personnes qui répondent pas et elles se disent, bon, c'est bon, celui-là, j'ai vu, ça m'intéresse pas, allez, je passe à autre chose. Un peu comme si tu faisais du Tinder, en fait, tu swipes, en fait. Ah, puis intéressant aussi de bien, tu sais, quand tu vas visiter, de bien noter l'agent IMO, chez qui il travaille, peut-être faire un petit topo. En plus, aujourd'hui, avec l'IA, c'est quand même facile, tu vois, faire un petit topo rapidos de le gars, peut-être il a une appétence pour tel ou tel secteur, il a peut-être. Donc, bien de faire ta base de données, comme ça, après, du coup, pour relancer tes agents IMO, c'est
c'est plus facile aussi, quoi. Tu te Ouais, souviens de qui ouais. travaille chez qui et qui travaille dans quel secteur. par Exactement. exemple. Personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à soigner ma relation avec l'agent immobilier. Je trouve que c'est hyper intéressant déjà de comprendre lui comment il fonctionne, parce qu'ils ont tous une manière de fonctionner différente. Mais soigner ta relation sur la visite, rappeler de temps en temps et de façon aussi soft, pas les blindés de 2 appels par semaine. Moi, je suis très très proche d'un petit cercle, d'un noyau d'agents immobiliers qui du coup automatiquement me rappellent dès qu'ils ont quelque chose, ou alors quand je les appelle parce que je veux juste savoir s'ils ils ont des biens qui viennent de sortir, ils répondent beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'agents immobiliers que je connais pas, on a fait une visite ensemble et quand je les rappelle un mois plus tard, ça répond pas et ils veillent en tout cas à pas donner contact. Donc c'est peut-être aussi que j'ai pas été suffisamment productif pendant la visite. Mais voilà, je finirai juste par ça, soigner sa relation avec l'agent immobilier, je trouve que c'est quand même assez primordial. Ouais, pour conclure sur cette partie-là, je dirais que du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est au-delà, bon voilà, souvent les gens sont formés, on va dire, sur la partie très théorique, mais c'est vraiment le passage à l'action qui va faire qu'en fait, on va pouvoir, du coup, acheter son propre bien, parce que du coup, on va aller sur le terrain, soit on a de la chance, première annonce qu'on trouve, c'est la bonne, tant mieux, ça se passe rarement comme ça, mais on va quand même rencontrer des professionnels de l'immobilier, que ce soit des particuliers qui ont peut-être d'autres biens à vendre dans un horizon plutôt court terme ou moyen terme, ou alors d'autres agents immobiliers, du coup, qui vont peut-être rentrer des biens prochainement, et quand on explique bien, qu'on montre qu'on est à peu près, on va dire, câblé pour faire de l'IMO, du coup, à ce moment-là, on arrive à déceler et à avoir des bonnes affaires, quoi. Dernier sujet pour parler justement de cette partie prospection vraiment full réseau. Il est vrai que la grande majorité des biens, c'est pas extraordinaire, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'opportunité, dans ces cas-là, elle ne se trouve pas, mais elle se crée? C'est-à-dire que tu peux peut-être utiliser des leviers sur des biens qui ne fonctionnent pas sur le papier et qui au final se transforment, alors peut-être pas en pépites du siècle, mais en biens qui sont quand même intéressants pour toi. Le fait de voir quelque chose que personne n'a vu, en bien ou en mal, parce que parfois ça peut être aussi d'identifier un risque qui va encore plus éliminer le bien et tu dis, bon, de toute façon c'est trop cher, mais alors en plus vu ça, c'est next, terminé. Ou alors effectivement, ça peut être de trouver des solutions, et ça c'est des choses qui se voient en visite en fait. Tu peux pas le voir de l'annonce, le truc que personne n'a vu, ou ça se voit sur document. Tu vois, par exemple, on me propose un local commercial, et tu sais, je demande un petit peu des infos, j'ai l'adresse, je suis pas allé visiter. Des murs de commerce, c'est beaucoup d'administratifs en fait. Bien sûr qu'il faut visiter, mais moins que l'immeuble de rapport d'habitation que tu vas rénover, tu vois. Et du coup, je demande des documents et première réponse, c'est genre l'avis d'indexation du commerce. Non, mais c'est bon, vous demandez un peu trop de documents. Si vous me dites ça, c'est mort, quoi. Non, on veut ces documents-là. Soit ils n'existent pas parce qu'il n'y a pas eu d'indexation, soit il y en a eu et il nous les faut. Donc, faut pas non plus se laisser raconter n'importe quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'en visite, on voit parfois des optimisations. Dans notre vidéo des meilleures affaires, il y en a une qui était le fait de, quand tu as dans un immeuble en fait un commerce qui loue aussi l'appartement du dessus, ce qui se faisait souvent à l'époque parce que le patron, il montait les boulangeries par exemple, faut se lever super tôt, donc il dormait au-dessus. Ouais. Et t'as ça dans plein de commerces. Et on l'a fait 2 fois, une fois en marchand, une fois en locatif. Mais je suis d'accord, mais à la base, c'était. Enfin, moi, tu vois, je trouve qu'à la base, une affaire, si elle est moyenne, même si tu l'optimises un peu, ou alors que t'as trouvé un glitch que personne n'avait vu, mais une affaire moyenne, elle restera quand même moyenne, quoi. Alors là, il y avait de la négociation et ça. Ouais, l'affaire était bonne, base, donc elle devient encore plus bonne. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ce bien en question, tu vois, duquel je parle, en fait, vu du Bon Coin, c'est nul. Mais du coup, t'es allé visiter, et du coup, il y a eu un gros potentiel de négociation qui était nécessaire, mais qui était aussi nécessaire de coupler avec cette optimisation. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, c'était que en visitant. Donc après, c'est un peu subtil de se dire, est-ce que je vais visiter tous les biens qui existent sur le Bon Coin, ou est-ce que je suis quand même un minimum Non, l'objectif, c'est vraiment de faire un pré-filtre au téléphone. Et plus t'en fais des appels téléphoniques, et plus tu te rends compte, en fait, directement s'il y a un potentiel ou si c'est de la merde, il faut laisser. C'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Je me fixe des critères, j'appelle. Si on n'est pas très loin des critères, alors forcément, si on les remplit, voire on est au-delà, la visite, on se pose pas de questions. Mais si on n'est pas très loin des critères que je me fixe, là, je déclenche la visite. Et après, encore une fois, voilà, c'est pas du pile ou face, mais tu peux arriver sur des biens qui sont très quali en photo. Et au final, c'est du filtrage. Ce qui fait que les murs, en fait, ils sont dégueulasses. Il y a beaucoup plus de travaux que prévu. J'ai un exemple comme ça en tête. C'est un immeuble de rapport où il y avait 3 lots. Et les 3 lots, les DPE, ils étaient en F. Et en fait, j'analyse le DPE après la visite. Et je me dis, c'est bizarre, ça colle pas avec ce que j'ai vu sur place. Pour moi, sur place, il y avait quand même beaucoup de surfaces murales qui étaient isolées. Par expérience, j'en déduisais que c'était isolé. Mais le DPE disait le contraire, isolant inconnu. Donc je me dis, ok, c'est peut-être que le diagnostiqueur qui a été sollicité, il n'a pas vérifié. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on est allé plus loin sur ce projet-là avec un client, on a rappelé un de nos diagnostiqueurs, on a démonté les prises, on a passé une caméra filaire à l'intérieur et on s'est aperçu que les 2 tiers des murs qui ne sont pas en théorie isolés l'étaient. Et au final, les DPE, ils étaient tous en E de base. Et le palier même pour aller jusqu'au D,
il n'en fallait pas beaucoup. Donc, en termes de budgétisation de travaux par rapport à ce qu'on s'était fixé, tu passes de 80 000 en fait, à 20 000 euros de réno. Et là, forcément, ton bien qui est moyen, qui s'approche de l'autofinancement, génère un cash flow positif qui est hyper intéressant après négociation en plus, quoi. Non, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent en visite, donc c'est pour ça que, en fait, tiens, moi, ma démarche, en gros, c'est de me dire, effectivement, si c'est à peu près proche, je vais visiter. Et si on en est loin, c'est un ordre d'idée, tu vois. Par exemple, semaine dernière, j'ai visité un immeuble, il est trop cher, comme toujours. Du coup, je dis, faudrait négocier de 15 ou 20%. Voilà, j'aurais même dit oui. Donc, on y va. Enfin, et je précise au passage qu'il n'y a pas de conditions de financement, ce qui aide sur un immeuble à 1 million d'euros. Mais on a déjà posé une base, tu vois. On n'est pas en train de s'attendre à avoir une offre au prix. Bien sûr. Et du coup, l'ordre d'idée, après, les pourcentages, et d'ailleurs, c'est un des exemples qu'on va faire tout à l'heure. Des fois, les pourcentages, les gens, ils captent pas tout de suite exactement ce que ça représente, quoi. Mais 20% sur 1 million, c'est 200 000. Donc, du coup, on est à 800 000 là. Et des fois, ils vont dire oui un peu vite, quoi, parce que je sais pas pourquoi. C'est les seuls 20%, il achète des trucs en solde à 20%. Ouais, ça nous est arrivé sur un immeuble en Isère où. C'est l'exemple que tu voulais donner, ouais. Je me souviens, t'as commencé à parler négociation et t'exprimes en pourcentage. C'était 15%, ouais. Sur un peu moins d'1 million. Ouais, et le vendeur sur place, il te dit ça se réfléchit, y a pas de souci. Et après, il t'avait rappelé en mode vous savez quand même, j'ai posé les chiffres. Ah ouais, 800 000. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ouais. Et finalement, on l'a acheté moins cher que ça. Ça pèse lourd, ouais. Ouais, exactement. Exactement. Justement, c'est le dernier sujet. Est-ce que vous vous souvenez d'une affaire mémorable que vous avez fait ou peut-être que c'était mal parti et au final. Celle-ci, pour le coup. On avait, en gros, il en voulait quoi, 950, un truc comme ça, je crois. Et j'avais dû dire 15%, ce qui faisait autour des 800 000. Et en gros, donc voilà, autour du café, on a bu un café après. Pour ça aussi, c'est bien quand même de discuter avec les gens et de prendre le temps de parler, quoi. Et donc moi, je vais tout de suite donner mon ordre d'idée parce qu'on avait fait la visite, on avait vu une bonne partie des lots déjà, donc ça suffisait à donner un ordre d'idée. Et donc il valide l'ordre d'idée en pourcentage, puis il rappelle après pour dire finalement, ou je sais plus, moi je le rappelle, je sais plus comment ça se passe, mais en gros voilà, on reparle de la valeur absolue qui était 800 000 euros. Là, il dit non, ça va pas le faire. Ok, merci, au revoir. C'est pas grave. Vous mettez-le en ligne et tout, et next, et puis c'est pas grave, en fait, des propositions, on en a tous les jours, et des immeubles, il y en a tous les jours qui sortent, on n'est pas obligé de tout acheter, faites votre vie, vendez-le, et si vous le vendez plus cher, c'est vous qui aurez raison, c'est le marché qui vous aura donné raison, en fait. Le vrai prix d'un bien, c'est le prix auquel il se vend. C'est la dernière transaction enregistrée comme en bourse, le cours de bourse, en fait, c'est la dernière transac où il y a un mec qui a voulu vendre une action et quelqu'un d'autre qui a voulu acheter à ce prix-là. Et en IMO, c'est la même chose. On a nexté, et puis finalement, il est revenu vers moi en me disant, oui, finalement, tiens, pourquoi pas. Et en fait, en creusant un petit peu, en gros, l'histoire, c'est que, et pour le coup, ça on le fait pas très souvent, de faire plusieurs strates de négo, mais là, on l'a fait. Là, c'était une négo à tiroir. C'était plus des tiroirs. Ça a duré longtemps, hein. C'était les poupées russes, tu vois. C'est exactement ça. C'est de plus en plus petites. Ouais. Et en gros, premier truc, c'est que à la lecture des documents, ou même pas à la lecture des quittances de loyer, parce qu'il y avait un gestionnaire locatif, on demandait quittances de tout le monde, on nous avait évidemment dit que tout allait bien. Finalement, il y a un commerce, il paye pas. Enfin, il paye plus depuis je sais plus combien de temps. Donc, on négocie l'équivalent d'un an de loyer, ce qui équivaut à 15 000 euros. Et après, on en a refait encore, parce qu'on a acheté 760 à la fin. Je me rappelle plus pourquoi était le dernier tour de négo. Moi, je me souviens, on était au compromis chez le notaire à Lyon. Ouais. Et on apprend que les PAC, elles n'ont pas été. C'était les PAC. Oui, mais ça, il l'a changé, donc c'était pas un argument de négo. Là, oui, il s'est payé une PAC. Il a payé 5 000 euros en plus pour avoir une PAC neuve. Oui. On n'était plus là, c'est vrai, mais c'était quand même la dernière négo, elle s'est fait chez le notaire. Parce que des fois, ça hurle pour 500 balles, là, 5 000 euros, ça passait crème. Donc puis c'est vrai que là, du coup, c'était une affaire. Je me suis dit, ça se trouve, ça va pas. Enfin, tu vois, je me suis dit, chez le notaire, il y a moyen que ça passe pas. Peut-être nous dire stop. Bah ouais, c'était. Tu vois, c'est marrant parce que je me souviens, toi, au début, t'étais pas spécialement convaincu par le bien, le secteur, et au final on a creusé le secteur, on a creusé le bien, et puis la négo aussi. Et puis t'en parles à des agents immo locaux et ils vont t'expliquer que c'est impossible de faire une affaire comme ça. En gros, on est à 10% là où le marché il est à 7 quoi. Dans l'hypercentre de la ville en question. Non, après moi je raisonnais plus, tu vois, cohérence globale par rapport à ce que peut avoir la foncière. C'est vrai que ça fait un bien un peu excentré des autres. Donc nous après derrière en termes de gestion, que ce soit administrative, etc., ça demande un peu plus de boulot quoi. C'est aussi ça qu'il faut regarder, c'est si tu vas là-bas, il faut vraiment être sûr que ça en vaille le coup. Ça doit se justifier par de la plus-value. De prime abord, c'est vrai que le prix n'était pas hyper intéressant. Après, la négociation en poupée russe fait qu'à la fin, ça devient. Ouais, c'est ça. On achète le prix du marché sur un très très bon secteur au final, puisqu'on est en hypercentre. C'est une très belle opération. Et du coup, ça, c'était du off pour le coup. Et ça, c'était du off. Que tu avais sourcé. Exactement. Où on n'y croyait pas spécialement au début, puis on s'est dit, allez, on va visiter. Et il n'y avait pas de prix, c'est ça Il n'y avait pas de prix, exactement. C'est une personne qui me l'avait amené et elle m'a dit, fais ton prix. Parce que bon, la réalité, elle est tout autre, ça marche pas comme ça. Donc, Mais ça, souvent en off, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément de prix. Souvent, les gens. C'est surtout les vendeurs particuliers. Les agents, ils ont déjà des faut qu'il y ait une base de mandat, quoi, qu'ils sachent à peu près combien ils vont gagner aussi sur la transaction, ça les intéresse. Dans l'immeuble en tout cas, pareil, il n'y avait pas de prix. Mais en effet, là typiquement, ils avaient une SCI familiale, ces personnes-là. Après, on a fait parler les vendeurs pendant la visite, ils ont fini par nous lâcher un prix. Après, tu peux toujours regarder un peu sur Papers les historiques de vente, etc., voir si l'offre que tu veux faire. Si techniquement déjà le vendeur il perd de l'argent, il sera plus difficile à négocier que s'il est en plus-value, quoi. Donc voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent, à part le fait que le Bon Coin, bien ici, se loger, etc., ça fonctionne. Bon, il y a quand même un travail
à faire pour trouver le... Ça va être chronophage, ça va être beaucoup de travail en amont. Mais si les personnes sont câblées et ont envie de faire ça, je pense que c'est faisable, il n'y a rien à surmonter. Tu dis souvent ça, être câblé. Ça, c'est ton mot, mais je pense que tu as raison. Faut être quand même être câblé dans les deux sens, parce qu'il faut savoir que ça va être... en gros, tu as quand même beaucoup d'efforts à mettre en place avant d'avoir tes premiers résultats. Donc, il faut être quelqu'un de quand même assez résilient dans l'effort, sinon tu peux vite te décourager. Moi, je dirais aux gens, ne soyez pas résilients dans l'effort, investissez dans la foncière. Et ça... c'est beaucoup plus facile. Faites les deux. Et ça marche aussi du coup pour le réseau. Se créer un vrai réseau ça gens du jour au qui lendemain. seront plus propices à amener du off, se poser les bonnes questions, pas désespérer, faire les visites, se renseigner, s'informer. Et parfois, on trouve des choses que la majorité du temps, les personnes ne voient pas, et c'est ce qui permet d'aboutir sur une bonne négociation. Et... Grosse part de chance aussi. Une grosse part de chance. Tu peux être au bon endroit, au bon endroit. Mais du coup, tu la provoques. Donc, il faut faire du volume. La chance, elle se provoque. Donc, plus tu fais du volume, plus tu auras tu te donnes la chance de. Mais sinon, après, si t'es... Et aussi un peu de risque, parce que finalement, là, dans toutes ces histoires qu'on raconte, en fait, quand tu trouves la bonne affaire, entre guillemets, déjà, nous, on la trouve parce qu'on fait énormément de volume et que du coup, on fait beaucoup de très bonnes opérations. Et donc, les excellentes opérations qui sont encore un niveau au-dessus, c'est parce qu'on fait du volume et qu'on a de la récurrence avec des acteurs qu'on se les voit proposer. Mais même celles-ci, en fait, il y a souvent un défaut, il y a souvent une optimisation, il y a souvent un levier sur lequel il faut appuyer ou parfois un risque que tu es obligé d'assumer. La bonne affaire, entre guillemets, c'est pas genre un immeuble à 28% de renta, tout beau, tout neuf, posé là, qui t'est proposé, quoi. C'est généralement quand même assorti d'un niveau d'incertitude, d'un niveau de risque et aussi de besoin de réactivité. C'est-à-dire que on va te proposer une excellente affaire, mettons, mais il faut que tu achètes en un mois. Genre, il n'y a pas de DIA, tu vois. Bon, là, tu vas cash. En fait, tu n'as pas le temps de demander à la banque. Et du coup, soit tu vas garder tes fonds immobilisés dedans, et donc ton rendement sur fonds propres, c'est équivaut au rendement de l'opération. Tu peux le faire refinancer a posteriori, mais c'est déjà pas toutes les banques qui le font. En plus, c'est plus cher en termes de frais d'hypothèque et ainsi de suite. Et in fine, ça équivaudra à avoir mis plus d'apport que si tu l'avais financé avant. Alors que du coup, à la place de cette excellente affaire, tu as la très bonne affaire où tu es dans un cadre classique, où tu auras peut-être même la possibilité de mettre une condition de financement. Tu auras 3 mois pour l'acheter, tu vas payer des frais d'hypothèque normaux, tu vas le financer de manière classique auprès de n'importe quelle banque. Donc là aussi, il n'y a pas non plus de gros miracles, quoi. Référez-vous à la vidéo de Nos meilleures affaires. Ça peut arriver, mais c'est vraiment sur plusieurs milliers, quoi. Surtout que ça fait 10 ans qu'on fait ça et on peut faire un top 5, quoi. Donc ça donne quand même... C'est un top 4. Oui, non mais on pourrait faire un top 5, par exemple, tu vois. Donc ça veut dire que c'est quand même, en 10 ans, c'est quand même pas c'est très rare. Chose, et du coup, ça serait une erreur de viser ça, en fait. C'est-à-dire que si vous nous écoutez et que vous vous dites, moi je veux le top 4. Mais en fait, le top 4, on l'a eu parce qu'on a fait des milliers de visites, parce qu'on a fait des centaines d'achats et de ventes. Et sans ça, en fait, c'est impossible d'y aller. Et en fait, ça on le dit dans la vidéo marchand, d'être celui qui négocie toujours plus que les autres. Ça veut pas dire qu'il faut pas négocier et qu'il faut acheter tout n'importe quel prix et que si l'agent IMO te dit c'est là le plancher, faut l'acheter à ce prix-là. Par contre, d'être l'interlocuteur qui va toujours plus négocier et vouloir faire que des excellentes affaires et pas des très bonnes, tu vois, dans le truc. Et finalement, tu te verras moins proposer d'opportunités parce que le gars qui t'envoie du off, qui t'envoie un truc, qui se dit putain déjà si moi je pouvais l'acheter, je l'achèterais. Là, je peux pas parce que c'est un peu chaud, j'ai pas l'apport ou je peux pas emprunter. Donc je le propose à mon réseau proche. S'il te le négocie encore et qui fait des fois les choses pas proprement par rapport au vendeur et que du coup l'agent IMO se décrédibilise par rapport au vendeur, on en revient au professionnalisme qui a lieu pendant la visite mais aussi pendant tout le processus de la transaction. Donc c'est aussi important de bien se comporter tout au long du processus et de pas vouloir justement négocier, surnégocier. Quand il y a l'opportunité de le faire, on le fait, on l'a expliqué tout à l'heure. Mais par contre de pas avoir la démarche de renégocier tout quand on est chez le notaire en train de signer un compromis ou le jour de l'acte de dire moi les prorata je les paierai pas sinon je me lève et je m'en vais, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez pas aller au tribunal. Il y a des gens qui font ça pour gratter quelques centaines, quelques milliers d'euros et ça marche, c'est ça le pire. Mais il faut pas faire ça parce que tu te décrédibilises auprès de tout le monde. Oui, et du coup, tout le monde n'a pas forcément aussi les compétences de faire tout ce que tu es en train d'expliquer. Non, tout le bien monde sûr. n'a pas cette expérience-là de pouvoir déjà juste faire une bonne négociation sur un bien. Mais voilà, l'idée, je pense que tu as raison de dire tout ça. Maintenant, encore une fois, on est sur de la niche. Tu parles d'un top 4. Donc sur toutes les affaires qui ont été faites, ça reste minoritaire. Ça s'est fait parce que vous avez fini par avoir le réseau, la chance aussi, t'en as parlé tout à l'heure, et puis l'expérience de pouvoir aboutir à des projets comme ça. Parce que on peut très bien te mettre une mine d'or dans les mains, mais si tu sais pas comment la gérer, tu pourras même pas l'acheter. Ouais, complètement. Ouais. Je pense qu'on a bien fait le tour. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires si jamais vous avez des remarques ou des suggestions de futurs sujets. On prendra le temps de répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas. Abonnez-vous, à bientôt.